bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, donc, je reçois la doctoresse Anna Malafré de l'Institut Marquès, avec qui nous allons parler de DPI. Pour ceux qui ne connaissent pas, DPI, diagnostic pré-implantatoire. Voilà, donc elle répondra à toutes vos questions, elle va vous expliquer comment ça se passe et elle répond à toutes les questions que vous vous posez sur le DPI. Voilà, donc j'attends qu'elle se connecte pour l'inviter. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis dans les jolis bureaux de bonheur, comme vous pouvez le constater. C'est à l'envers, parce que Instagram, c'est chiant, ça met à l'envers. Mais voilà, dans les jolis, jolis bureaux de bonheur. Bonjour tout le monde. J'ai même la gourde à l'honneur de bonheur, quoi. Putain, ça y est, j'ai été convertie. Alors, j'attends Anna, qui va se connecter. J'ai chaud, je ne sens pas le ventilo, là. On a Alice derrière moi qui est en train de me rapprocher le ventilo pour que je ne sèche pas pendant... Ah, merci. Pour que je ne sèche pas pendant le live. Bon, alors, l'Institut Marquès, il faudrait qu'il se connecte. Des fois, c'est un peu long avant de voir... Je suis là avec Institut Marquès. Bah, mais non, je ne te vois pas, ma petite dame. Demande à rejoindre la vidéo, Anna. Elle est en train de m'envoyer des WhatsApp. Oh là là, je me prends bien le ventilo, c'est bien là. Anna, faut que tu demandes à rejoindre le live parce que je te vois pas quand je fais... Ah, ou alors faut que j'aille là. Institut Marquès. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Aïe, salut. Bon, ça a assez rapidement marché aujourd'hui. Oui, mais en fait, j'appuyais pas sur le bon truc pour t'inviter. Mais bon, c'est pas grave. Ah d'accord, c'est ta faute. C'est de ma faute, voilà, c'est ça. C'est la faute de ma grossesse, pas de ma faute. Bon. Comment ça va? Ça va, très bien. Bon. Bon, et bon, ben, avec envie que l'été arrive, mais ça va. Ah, mais ici, il fait très chaud déjà, hein, c'est bon. Oui, il fait très chaud, il fait trop chaud déjà. Ben, ça va, tu vas bien? Oui, je grossis à vue d'œil, mais ça va. Bon, ben, Voilà, j'ai présenté le live comme d'habitude. En t'attendant, j'ai présenté. Donc aujourd'hui, on parle de DPI, diagnostic pré-implantatoire. Du coup, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, comme tous les lives, on répondra aux questions qu'on reçoit. Et on met le live en replay pour que toutes les personnes non disponibles ce midi puissent le voir après et posent même leurs questions à la suite. bon, ben, aujourd'hui, on va parler du DPI, que pour que tout le monde le sache, c'est le diagnostic pré-implantatoire, que parfois on l'appelle aussi PGT en anglais. Mais bon, nous on va parler Oui, de souvent sur les DPI. devis espagnols, c'est écrit PGTA. Donc, Exactement. Mais bon, nous, on va garder le terme DPI, puisque pour que tout soit plus simple et que tout soit clair. Alors, le DPI ou le diagnostic préimplantatoire, en fait, c'est une technique qui nous permet de faire l'étude génétique des chromosomes des embryons. Alors ça, c'est une technique qu'en Espagne, elle est autorisée pour plusieurs raisons. La principale, que par exemple, elle n'est pas encore autorisée en France, c'est le DPI-A de aneuploïdie, que ça veut dire pour vérifier que les chromosomes sont corrects sur les embryons. On sait le karyotype, chacun a notre propre karyotype, mais le plus fréquent, et le normal d'habitude en général, c'est ou bien 46XX ou 46XY. Et parfois, on peut aussi avoir des trisomies ou des soucis chromosomiques, ou parfois un petit morceau d'un chromosome qui se place sous la patte de notre chromosome et à l'envers, et ça s'appelle une translocation, par exemple. Il y en a un qui part d'un autre côté, mais ça reste équilibré par rapport à la dotation chromosomique. Alors, on sait que par rapport à l'âge de la femme, plus on avance dans l'âge, plus les ovocytes ils vont avoir des troubles dans son karyotype, dans les chromosomes qui portent. Alors, plus on avance là, et surtout après les 35 ans, il va y avoir des ovocytes qui sont déjà malades,
qui n'ont pas les bons chromosomes. Qu'est-ce qui se passe? Que quand on les met ensemble avec les spermatozoïdes, ben, ça va donner un petit embryon qui n'a pas les bons chromosomes comme on aimerait. Mais au lieu d'avoir 46XY, peut-être il a 3 chromosomes 16 ou 3 chromosomes 18, ou il s'est trompé plusieurs fois, ou il lui manque un chromosome. Et ça fait que ce soit des embryons qui ne sont pas viables ou qui peuvent être viables mais donner un souci au bébé, ou ça peut donner aussi une fausse couche parce que finalement, la nature, l'embryon, elle va essayer de se diviser, mais à un moment donné, il se trompe tellement, pour le dire d'une façon simple, que l'embryon se bloque et le corps s'arrête. C'est pour ça que souvent on dit quand il y a une fausse couche, on dit la nature est bien faite. Alors ça plaît pas aux femmes d'entendre ça, mais c'est la vérité en fait. C'est-à-dire que l'embryon, il n'était pas viable et du coup, bah voilà, il s'accroche pas et il s'en va. Donc, c'est horrible de dire la nature est bien faite, mais c'est la vérité quoi. Bon, ce sont des mécanismes qui a le propre embryon comme un checkpoint pour voir si ça va et à un moment donné, il peut se bloquer. En tout cas, nous, on a cette technique-là, le DPI, qu'on le fait dans notre laboratoire, puisqu'il faut plusieurs technologies pour faire le DPI. Et en fait, c'est pour comprendre comment on fait ça, bien d'habitude, on fait la FIV, qu'on prend l'ovocyte, les spermatozoïdes. On va le laisser évoluer jusqu'à J3. À J3, qu'on a le petit rond avec 7 ou 8 cellules, parfois, nous, on leur fait un petit trou avec un laser pour favoriser que la partie externe de l'embryon sorte un peu et à J5 pouvoir faire la biopsie de façon plus rassurante. Quand l'embryon atteint l'étape de blastocyste, qu'il a la bonne taille, qu'il est bien rond avec les cellules autour du trophoctoderme et la petite masse cellulaire interne qui va donner le bébé au milieu, ben, on essaye de prélever entre 5, 6, 7, 8 cellules du trophoctoderme, que c'est la partie... C'est pour ça souvent on pose la question aussi pourquoi on fait pas à J3, parce qu'à J3 en fait il y en a que 7-8 cellules. On n'a pas assez de cellules pour le faire à J3, enfin ça serait pas Oui, on le raisonnable. faisait dans le passé, mais on avait moins d'informations puisqu'on analysait qu'une seule cellule. Qu'à J5, il y a une multitude de cellules, donc on peut en prendre beaucoup plus. Oui, et en plus c'est plus rassurant parce qu'un blastocyste, quand même, c'est un embryon qui est plus costaud Plus solide, à J5 qu'à J3. Il a l'avantage de cellules, il a autour de 200, 300 cellules, donc il est plus gros. Et ça nous permet, avec l'expérience, de faire des biopsies d'une façon très très sûre. Mais le risque de lésion de la biopsie, elle est minime. Je pense qu'il y a des études où c'est 0,05. C'est très très rare de faire un trouble à l'embryon par rapport à la biopsie. Qu'est-ce qui se passe? Que nous, quand on fait la biopsie, on va congeler les embryons et on va congeler l'échantillon de la biopsie qu'on a pris. C'est-à-dire de petits morceaux qu'on a pris, on va aussi congeler. Et on congèle tous les embryons. Parfois, s'il y a des embryons qui vont un peu plus doucement dans son développement et dans son expansion, on peut les laisser un jour de plus pour faire la biopsie qui soit plus sûre, que l'embryon soit plus gros, plus épandu et que ça soit aussi plus facile de faire la biopsie. Parfois, on fait les biopsies à J6 ou J7 parfois, même si c'est encore un peu rare, mais on fait J5, J6 ou J7. Quand on a tous les échantillons congelés, qu'on a tous les embryons congelés, on va les laisser en attente et on va envoyer ces petits échantillons analysés au laboratoire de génétique. Comme tous les tests génétiques, d'habitude, ça tarde autour de 3 semaines, en gros. 15 jours laborables, que ça revient à 3 semaines. Et au bout de 3-4 semaines, on reçoit le compte-rendu du DPI. Et avec cette information, on va pouvoir identifier chaque embryon, son karyotype. On va voir embryon 1, normal, que en langage génétique, on dit euploïde. Il est malade, on dit qu'il est aneuploïde. Et après, il y a les résultats qui peuvent arriver aussi, que ce n'est pas forcément ce qu'on aimerait, mais qui arrivent aussi. Parfois, c'est résultats non concluants. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu amplifier assez le résultat pour donner un résultat sûr. Et dans ces cas-là, il faut faire une rébiopsie. Il faut décongeler l'embryon, refaire la biopsie et le réanalyser. Ou parfois, on a un résultat qui est un peu plus compliqué de gérer, mais grâce à qu'on a un généticien à la clinique, il nous aide beaucoup. Ça s'appelle les mosaïques. Alors, les mosaïques, c'est une partie des résultats qu'on peut avoir. Il y a plusieurs types de mosaïques. On peut avoir des mosaïques de bas grade, de haut grade, de mosaïques segmentaires. Et en fait, ça dépend de
quelle est l'altération sur les chromosomes? Ben, c'est comme qu'il y a une partie des chromosomes qui sont des cellules qui étaient bonnes, qui étaient en bonne santé, et il y a une autre partie des cellules qui étaient malades. Alors, c'est pas 100% bon ni 100% malade, sinon que c'est 50-50, c'est moitié-moitié. Alors, dans ces cas-là, il faut faire un rendez-vous avec le généticien qui va nous expliquer d'une façon plus approfondie et beaucoup plus claire ben, les risques qu'on assume si on transfère un embryon mosaïque, si c'est des risques qu'on peut assumer, ou bien si c'est un risque que c'est pas transférable l'embryon parce que c'est pas correct de le transférer. Mais surtout, l'information importante du DPI, ben, c'est cette information qu'on a préalable au transfert. Pourquoi? Ben, parce que parfois, on peut avoir une très très bonne réponse, avoir beaucoup d'embryons, de bonne qualité même, et qu'ils soient tous malades. D'accord? Et alors, s'ils sont malades, ben, on évite de faire des transferts qui pourraient donner des échecs ou des fausses couches. On a eu le cas d'une patiente en commun qui a envoyé 11 ovocytes en DPI et les 11 sont revenus aneuploïdes. Oui, exactement. Alors, c'est un peu ça le souci. Mais aujourd'hui, elle a un très très beau bébé qu'elle a eu en don d'embryon et, et qui va très très bien. Voilà, mais effectivement, on a eu ce cas-là. Ouais. Bon. Alors, un peu c'est ça. Alors, surtout, c'est le DPI, ben, c'est cette information que dans certains pays, c'est pas autorisé, on peut pas avoir l'information. Alors en France, c'est pas que c'est pas autorisé, enfin si c'est pas autorisé, mais c'est autorisé de façon très ponctuelle à partir du moment où les parents ont une mutation génétique qui pourrait être transmise à l'enfant et dans ces cas-là, on autorise de faire le DPI sur cette mutation génétique uniquement. Exactement. Il y a plusieurs types de DPI. Il y a le DPI-A, que c'est celui qu'on parlait maintenant, des aneuploïdies. Et après, on a aussi le DPI-M, que c'est de maladies monogéniques. C'est-à-dire, si nous, on sait qu'on est porteur de quelques maladies monogéniques, ben, il y a certaines maladies qu'on peut identifier au préalable et minimiser les risques pour le futur bébé. On a aussi le PGT, le DPI-SR, que c'est pour les translocations. Et dans le futur, il y a d'autres DPI qui existent dans d'autres pays qu'en Espagne, ils ne sont pas autorisés encore, puisque éthiquement, ils sont un peu plus controversés, comme le DPI-P, par rapport au risque polygénique. Alors ça, nous, on ne le fait pas, c'est pas autorisé, mais c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, il y a certains lieux où on en parle et ça commence à se faire. Mais c'est très, très controversé pour l'instant. Alors, l'indication principale du DPI que nous, on fait, c'est l'âge. C'est l'âge et c'est le DPI-A et c'est celui qu'on fait le plus fréquemment sur les patients. Je pense que sur 70% des patients, la principale raison, c'est l'âge avancé. L'âge avancé, nous on fait surtout à partir de 37 ans, mais on commence à faire aussi déjà à partir de 35 ans, parce que c'est là où on trouve au-delà de 50% des embryons qui peuvent avoir des soucis. Alors, aussi, nous, on voit beaucoup de patients qui viennent des pays étrangers, francophones, qui ont fait déjà un parcours, et ça permet de minimiser le time to pregnancy pour la grossesse qui va marcher. Vas-y. D'accord. Mais il y a Alice qui est dans le même bureau que moi et qui hésitait à venir chercher son ordi. Je dis non, vas-y. Toi aussi, t'as eu un collègue qui est passé. Ouais, non, mais c'est pas grave, hein, nous, on est open. Hein. On travaille en équipe, c'est un peu ça, c'est le travail en équipe, on est obligé. Voilà, on travaille en équipe, donc ça passe. J'ai occupé son bureau pour faire le live. Et du coup, voilà. Elle avait les petites choses qu'elle avait ici, bon, c'est pas grave. Non. Après, c'est la transparence. Hein, complètement. On est transparent. Bon. Complètement. Mais surtout, alors, une chose qu'on se plaint parfois beaucoup du DPI, c'est le coût. C'est que c'est un investissement, que c'est un peu plus cher. Mais c'est vrai que c'est un peu un investissement qu'on fait en premier lieu, mais après, ça va nous éviter de payer des transferts qui servent à rien. Alors, de payer les transferts qui servent à rien, le déplacement, voilà, il y a quand même le voyage, l'hébergement, la restauration. Et psychologiquement, on s'évite un transfert où il y aura forcément derrière un échec, quel qu'il soit. Donc, oui, l'attente du test de grossesse, le bêta-GC, c'est dur. Alors, moi, je pense que c'est une technique aujourd'hui qu'elle est très, très rassurante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'expérience, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a fait, que les laboratoires de génétique se sont beaucoup améliorés. Donc, finalement, on a beaucoup moins de mosaïques, beaucoup plus de résultats positifs.
Et bon, la littérature le démontre, non? Qu'après avoir transféré 3 embryons upload, on arrive à avoir des taux de réussite autour de 95% de nouveau-nés. Et après 5 transferts d'embryons upload, de 98%. C'est énorme. Donc finalement, c'est très... Oui, mais c'est un résultat énorme. Parfois, si on n'a pas beaucoup de réserves ovariennes, on peut essayer de cumuler d'embryons aussi, de faire un cycle enchaîné pour faire une ponction, refaire un autre cycle, et quand on a plusieurs embryons, les envoyer analyser tous ensemble. C'est une question économique, de timing, d'organisation professionnelle, mais il y a plusieurs raisons. C'est pas forcément une raison médicale, parce que le résultat, ça va revenir au même. C'est intéressant quand tu dis que souvent on fait le DPI essentiellement par rapport à l'âge des patientes, parce que moi souvent on me pose la question, mais du coup t'as pas fait le DPI sur ton embryon là que là j'ai pas des gros seins comme ça naturellement que là je porte. Bah non, parce que en fait ma donneuse elle a 23 ans. Donc en fait à 23 ans on estime, alors, j'aurais pu demander le DPI, hein, j'aurais pu le demander, le payer, voilà. Mais on estime quand même qu'à cet âge-là il y a quand même moins de risques. Alors, c'est ça. À moins de 35 ans, on a un risque d'avoir un problème chromosomique de 15-20%. Donc, et la plupart, il y a des études là sur ça, et je pense que c'est juste 70% des cycles de don d'ovocytes ou qu'on a utilisé un ovocyte d'une donneuse à le 100% des embryons euploïdes. Donc, et seulement il y a un 10% aussi qu'on trouve tous les embryons malades, non? C'est rare quand même. Mais surtout, le but du DPI, c'est identifier les bons, entre guillemets, parmi les malades. C'est pas pour confirmer qu'ils sont bien. Après, ça reste très personnel, comme tu disais, parce que ça dépend du vécu des patientes aussi. Et c'est vrai que c'est une technique qui existe, que nous en Espagne, on n'a pas de limite d'âge pour la faire. C'est-à-dire qu'on peut la faire même si c'est un don d'ovocyte, parce que parfois, il y a aussi facteur masculin qui a indication de DPI. Donc, il ne faut pas oublier que parfois... Il faut pas oublier monsieur aussi, ou en tout cas l'aspect masculin qui joue aussi beaucoup. Exactement, il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut tout regarder dans l'ensemble. Il faut bien expliquer à la patiente, parce qu'on assume aussi toujours un petit risque. Il faut toujours assumer un risque, ou de le faire, ou de ne pas le faire. Mais l'important, c'est de comprendre l'intérêt de chaque technique, à chaque moment, en fonction de l'âge, en fonction de la situation. Et comprendre que parfois, on a tous les embryons qui sont malades, qu'on a beaucoup d'efforts économiques, de voyages, de fonctions et tout. Et malheureusement, comme tu disais, on a vécu et on connaît des patients que le 100% des embryons sont malades. Mais aussi, on connaît à l'envers que très peu probable qu'ils soient en bonne santé. Et on a un seul embryon, une seule biopsie, et il est en bonne santé à 43 ans, ce qui reste quand même exceptionnel. Oui, non mais c'est sûr. Après, on est tous différents et chaque cycle est différent aussi de toute manière. Donc ça, on peut faire le DPI pour rien entre guillemets parce que l'embryon est haploïde et tout va bien. Mais tant mieux, au moins on fait un transfert déjà plus serein, quoi. Oui, et après si ça marche pas, on et derrière, quand on est enceinte et qu'on fait le test de trisomie, on est assez tranquille quand même. Oui. Voilà. Oui, et si on a des échecs avec des embryons upload, ben c'est là aussi qu'on a un chemin pour regarder, pousser les études. Ben, voilà, moi je suis clairement ce cas-là, hein, où j'ai quand même fait des transferts avec des embryons euploïdes. Donc il n'y a normalement aucune raison pour qu'ils s'accrochent pas, pour que voilà, ça m'a pas empêché de faire des grossesses biochimiques. Mais du coup, on va regarder ailleurs parce que finalement, le problème vient pas de l'embryon. Voilà. Ça. Bon, mais je pense qu'on a fait un peu le tour de tout le DPI. Après, c'est une technique du laboratoire. Alors, l'expérience de biologie, c'est très important. C'est important d'essayer de la faire dans notre laboratoire, dans le laboratoire sur place, parce qu'il y a certains lieux où on n'a pas la technologie. Il faut congeler les embryons, les envoyer, les décongeler, faire la biopsie, les ramener. Nous, ici, on fait tout. Donc, c'est aussi un point important. Et d'avoir les résultats et avoir un généticien à la clinique aussi qui peut nous aider dans les cas où c'est difficile d'expliquer le résultat. Alors, si vous avez des questions, là, sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous regardez le live en replay, n'hésitez pas à mettre les questions dans le commentaire du replay. Anna ou moi, on y répond. Voilà. Normalement, on répond à toutes les questions en commentaire. Voilà. Donc, si c'est maintenant vous avez des questions, posez-les. Si vous n'en avez pas tout de suite, posez-les plus tard. Si vous préférez les poser en privé, posez-les en privé. Il n'y a pas de sujet non plus. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, on a fait le tour. C'était intéressant quand même d'expliquer ce qu'était réellement le DPI et pourquoi on le faisait et pourquoi il y a des cas pour lesquels on le fait pas.
Moi, effectivement, ma dernière FIV que j'ai fait le DPI sur, enfin, j'ai demandé à avoir le DPI sur tous mes embryons parce que j'avais 41 ans et que donc je voulais pas aller faire des transferts dans le vent. Bon, il s'est avéré qu'il y avait qu'un embryon qui était assez en forme pour faire le DPI et que, bon, moi, quand on m'a dit il y en a qu'un à 41 ans, je savais déjà d'office, voilà. Il avait 4 altérations, bah voilà, merci, au revoir, j'ai plus les ovocytes sains, on passe à autre chose, quoi. Ça aide aussi à faire ce cheminement de passer aussi au don d'ovocytes. Oui, à De, comprendre de le délai. constater que, bah, en fait, nos ovocytes, ils sont plus, c'est pas grave, hein, que nos ovocytes soient plus de qualité, c'est la vie, hein, on vieillit, Oui. c'est comme ça. Et que le don, ça reste un traitement médical, c'est-à-dire on l'utilise quand on ne peut pas travailler avec nos ovocytes parce qu'on a. Bah, voilà. Mais il n'y a pas de risque, c'est ce qu'on disait, non? Par rapport au DPI, ça ne fragilise pas l'embryon lui-même. Le risque de perte dans la biopsie, c'est de 0,05%, je pense. Et le risque qu'on assume, c'est la congélation de l'embryon. Que de toute façon, on l'assume presque toujours aujourd'hui parce que c'est très rare de faire des transferts en frais par rapport au risque Ouais. d'hyperstimulation. Et le taux de survie de la vitrification d'un embryon, ici à la clinique, je pense qu'on a 98,7%. Donc c'est vraiment très, très, très rare. Moi, à l'époque où j'étais encore dans la clinique où on s'est connus, donc il y a très longtemps, mes derniers embryons, j'avais demandé le DPI puisque j'avais fait une fausse couche un peu tardive, donc j'avais dit bon bah je refais plus de transfert sans faire le DPI. Mes embryons étaient congelés, on les a décongelés, biopsiés, recongelés et redécongelés pour me les mettre. Et ils n'ont pas du tout été altérés. Enfin, il Non, n'y a non, pas de sujet quoi. et on le fait beaucoup aussi. Hein. Oui. C'est pas, si on peut éviter, on évite, mais on le fait souvent si ça marche bien. Ah, et si la clinique le fait, c'est que c'est faisable. Hein. Votre but, c'est pas d'avoir des échecs, au contraire. Exactement. Donc, Très ouais. bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, que vous aviez à poser, là, tout de suite, maintenant, ou pas? Est-ce qu'on a parlé de tout? Attends, je réfléchis, parce que du coup, moi, j'ai plus trop le cerveau, là, excusez-moi, mais Non, moi, mon je pense cerveau qu'on a commence fait à tout se le dégrader tour. au fil de la grossesse. Non, je pense qu'on a tout fait. Le timing, le compte rendu, la technique. Voilà, donc Le risque. idéalement, le DPI, à partir de 35-37 ans, on fait le DPI. À partir de 40 ans, vraiment, prenez pas de risque à faire des transferts sans faire le DPI. Si vous avez des fausses couches à répétition, faites le DPI. Si malheureusement vous avez porté un enfant avec une maladie chromosomique, bah, n'hésitez pas à aller faire le DPI et aussi pour éviter voilà ce genre de cas qui sont quand même très durs à vivre. Voilà, ça peut quand même éviter. Voilà, c'est le problème en France, c'est les pétitions qui circulent d'ailleurs actuellement en France, c'est voilà, autoriser le DPI pour arrêter de faire des transferts dans le vent. En fait, c'est ça aussi, ça évite qu'on fasse des transferts comme ça Ouais, d'embryons malades. oui, l'information, ça aide toujours à mieux gérer le cas. Donc en tout cas, en Espagne, à l'Institut Marquès, il y a le DPI sans problème. Bon, super. Merci Voilà. beaucoup, Émilie. Ben écoute, de rien, avec plaisir. Merci à toi pour toutes ces explications sur le DPI parce que c'est quand même hyper important. Et je pense que tout le monde sera ravi d'avoir ces explications, voilà, de voir ce live en replay. Je pense que ça va susciter des réactions. Bon, c'était en courant. Merci beaucoup et bonne Merci à toi. continuation. Ouais, merci. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Bye bye tout le monde.